Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer, sans spoiler. Salut. Bonjour. Grand blanc gênant, c'est... Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 51, soit le 4e chapitre de Sansa. 51 50 50 T1 Non, 51. 51, t'as raison. Donc Guillaume, que vous avez pu entendre, Toujours là va nous faire un petit résumé de ce chapitre. Jure. Alors, donc dans ce chapitre, nous retrouvons Sansa 3 jours après les événements de la salle du trône. On rappelle l'événement où Ned s'est fait trahir par Littlefinger, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Elle est enfermée dans la citadelle de Maegor avec sa meilleure amie, Jeyne Poole. Elle finira par être reçue par la reine en présence de Pycelle, Littlefinger et Varys. Elle apprend que son père est un félon, mais qu'il est bien vivant. Et c'est là qu'elle sera manipulée par Cersei et les membres du conseil restreint afin qu'elle écrive une lettre à sa famille leur demandant de prêter allégeance au nouveau roi Joffrey. Merci Guillaume. Le chapitre débute sur les pensées de Sansa pendant sa réclusion. Elle n'avait pas eu la chance de s'échapper comme sa sœur Arya et était donc enfermée dans des appartements de la citadelle de Maegor en compagnie de Jeyne Poole. D'ailleurs, cette dernière est décrite en train de pleurer son père. Donc, Vion Poole, l'intendant de Winterfell, serait mort. Beaucoup d'hommes de Ned Stark sont morts, récemment. Je pense qu'il faut pas trop compter sur... À part Ned, visiblement, il y a pas grand monde qui reste. Même si, Sansa essaye de rassurer Jeyne Poole en lui déclarant qu'il va sûrement bien. Je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'il a été trucidé comme tous les autres gardes. Ouais, genre, il était pas armé, machin, ouais, ils s'en battent les couilles. Mais du coup, c'est drôle, parce que quand on regarde maintenant au niveau des gardes, de la maison des Stark, là, dans les appendices, on voit qu'on peut barrer beaucoup de noms maintenant, tu vois. Déjà, rien qu'en ce début de chapitre, parce que Sansa, il y a beaucoup à dire aujourd'hui, hein. Mais rien qu'en ce début de chapitre, Sansa, elle est insupportable. Donc, le père de Jeyne Poole est peut-être, voire sûrement mort, et elle, Sansa, se plaint que sa meilleure amie est en train de pleurer. Et là, t'as déjà envie de lui tirer une balle. Genre, vraiment. Elle est chiante quand même, là. Bon, ok, son père, il est peut-être mort, mais est-ce que c'est une raison de pleurer pendant 3 jours, là? Franchement, t'as juste envie de la claquer. 2 bonnes claques. On apprend par Sansa qu'elles sont complètement recluses dans la citadelle de Maegor, que le pont-levis avait été abaissé. Non, relevé. Les airs s'abaissaient et le pont-levis relevé. Relevé, et que la citadelle était complètement gardée par des gardes de Lannister. On les nourrissait tout de même, et elles étaient bien traitées, même si personne ne leur adressait la parole. Une nuit, Sansa entendit les cloches du sceptre de Baelor, situé sur la colline de Visenya, sonner. Donc on avait déjà parlé du sceptre de Baelor, hein. Je crois que c'était lors de justement l'arrivée de Catelyn à Port-Réal, on l'avait décrit, il était construit de 7 tours de cristal. Et oui, donc la colline de Visenya, parce que alors Port-Réal Port-Réal sur 3 collines qui portent le nom de Aegon et de ses 2 sœurs. Visenya et Rhaenys. Et tu te rappelles qu'il y a sur le mont Rhaenys, du coup? C'est pas le dôme des dragons, là Fausse dragon. Fausse dragon. Sansa savait, elle-même ne savait pas comment, que ça signifiait que le roi Robert était mort. Donc si les cloches du sceptre de Baelor sonnent, ça doit être pour des événements importants comme la mort d'un roi, quoi. Et ils ont mis du temps quand même à les faire sonner 2 jours. Sûrement, Cersei a dû organiser des trucs pour que la transition vers Joffrey soit assez souple, quoi. Ouais. Le lendemain, le chevalier de la garde royale Boros Blount vient la chercher pour la conduire à la reine. En sortant de la citadelle, elle vit que le pont-levis avait été abaissé, du coup, mais surtout que sur les pics de fer qui entouraient la citadelle se trouvaient des corps. Elle détourna le regard de peur de ce qu'elle pouvait y voir. Donc peut-être qu'elle aurait pu y voir Eddard, mais on apprend dans la suite du chapitre qu'il est toujours vivant, mais en tout cas peut-être qu'elle aurait pu y voir Vion Poole, peut-être aussi. Ouais. Donc le pauvre il a rien fait, quoi. C'est un autre membre de la garde royale, Sir Mondon, qui la fit entrer dans la salle du conseil. Donc on découvre enfin le dernier membre de la garde royale, et je sais pas si t'as regardé les appendices, Guillaume? Non. Je t'avoue que... Rappelle-moi son nom. Sir Mondon. Ok, non, j'ai pas regardé. Vas-y, parle-moi de lui. Du coup, il s'appelle Sir Mondon Moore,
Et c'est du coup c'était le 7e et dernier membre de la garde royale qu'on découvre dans ce tome. Donc Guillaume, je te laisse les rappeler. Tu vas faire ça à tous les épisodes. Non, c'est le dernier vu que c'est le dernier qu'on découvre. Bon allez, Ser Barristan, Ser Jamie, Ser Merintrand, Ser Boros Blount, Ser Harris du Rouvre, Ser Preston Verchamp là, et le dernier Mandon Moore. Ok, c'est exactement ça. Non mais c'est bien, tu vois. C'est-à-dire qu'on a quand même avancé, on les a tous découverts maintenant. Ça fait plaisir. Petite question bonus. Est-ce que tu te rappelles, Harris du Rouvre vient de la famille du Rouvre, et donc c'est des bannerets de quelle famille? Tyrell. Des Tyrell. Elle ne trouva pas Geoffrey dans la salle du conseil. S'y trouvait seulement Littlefinger, Varys, le grand maître Pycelle, ainsi que la reine Cersei. Normalement, la reine Cersei, elle a pas grand chose à voir dans le conseil restreint. Oui. Parce que, en termes vraiment sur les termes vraiment législatifs, à moins que elle devienne la reine régente, et ce qui est possible, vu que de toute façon Geoffrey est pas en âge de régner, hein. Mais je veux dire, la reine par exemple, Cersei, elle se trouvait jamais aux réunions du conseil restreint quand Robert était encore vivant. Cersei, d'une voix suave et réconfortante, s'excuse de ne pas avoir trouvé Sansa plus tôt, qu'il y avait énormément de choses à faire pour établir l'ordre. D'ailleurs, Cersei s'énerve lorsque Sansa lui apprend qu'elle a été enfermée avec Jeyne Poole, par peur de ce que la fille de l'intendant de Winterfell aurait pu lui dire. Oui, parce que Vion Poole, donc son père à Jeyne Poole, c'était l'intendant de Winterfell. Littlefinger s'octroie donc la charge de s'occuper d'elle, voulant la marier selon ses dires. Mais pas en ville, exigeait à la reine Cersei. Je la caserai, c'est comme ça que tu l'as interprété? Ouais. Moi j'ai cru qu'il allait la faire travailler dans un de ses bordels. La caserai, c'est la caserai avec quelqu'un d'autre. La caserai avec un mari. Je la caserai dans un de mes établissements. Dans ma tête c'était ça, hein. Ouais, tu penses? Ah, je pense qu'il va la foutre, qu'il n'en a rien à branler de la... Genre il s'est dit... C'est pour ça qu'elle a dit genre pas en ville, genre en mode... Non, pour moi genre elle va genre ça va devenir une prostituée de Littlefinger, genre. Ok. C'est possible. C'est possible, hein. Parce que bon, Littlefinger, on sait qu'il gère des bordels. Donc une fille gratuite comme ça, ce serait pas le luxe. Pour assurer Jane, Cersei demande à ce qu'on lui dise que c'est pour voir son père qu'elle part avec je crois que elle a demandé Boros Blount d'aller la chercher, hein. Mais on peut se douter que c'est un gros mensonge, que Vion Poole il est mort et que voilà quoi. Oui. Ouais, il est 6 pieds sous terre, n'en parlons plus, et Jeyne Poole, ouais. Ou 6 pieds sous terre ou sur une pique. Oui, sur une pique de la citadelle de Mégor. Après cette affaire, Cersei parvient à faire oublier à Sansa la situation dans laquelle elle se trouve, en la régalant de mensonges, qu'elle et Geoffrey aiment Sansa, qu'elle considère même Sansa comme sa propre fille, etc., etc. Et c'est là que tu sens que Sansa, elle est véritablement vraiment stupide, à comparaison de Arya. Parce que Arya, elle a vu directement que c'était pas logique, par exemple, que des gardes Lannister viennent la chercher, alors que Sansa, elle croit à tous ces mensonges, quoi. Et dès qu'on a la bouche remplie de miel, elle peut pas s'empêcher de s'y abreuver. C'est même déconcertant, en vérité, que tu te dis qu'elle est si naïve que ça, quoi. Bête. Mais en fait tous ces mensonges que lui raconte Cersei, hein, c'est pour lui annoncer ensuite que Eddard Stark, son père, s'est conduit comme un félon. Sansa se révulse, mais pour prouver ses dires, Cersei montre à Sansa la lettre qu'avait écrit Ned à destination de Stannis. Donc, on se rappelle que cette lettre-là qu'elle avait écrite, où il avait il parlait justement de la relation incestueuse de Cersei et Jaime, du fait que les enfants de Robert n'étaient pas ses enfants légitimes, etc. Il l'avait confié à Tomard, dit gros Tom en raison de sa corpulence, mais que celui-ci avait été tué dans la salle du trône lorsque Ned fut trahi par Littlefinger. Ah ouais, il avait demandé à ce que quelqu'un aille remettre en personne à Stannis. Tomard, il devait accompagner les filles il devait accompagner les filles jusqu'à Winterfell, là, mais il devait passer par Père Dragon pour remettre à Stannis cette lettre. D'accord. Et donc, mais sauf que ce même Tomard, c'est lui qui a été tué, en fait, quand Ned, c'est le premier garde de Ned qui a été tué lors de la trahison de Littlefinger, en fait, dans la salle du trône. Okay. Donc Stannis n'aura pas sa lettre, quoi. Donc Stannis n'aura pas sa lettre.
Ouais, donc du coup il va pas, enfin, de toute façon on sait que Stannis il sait pour Ouais, il sait. pour les rejetons illégitimes, enfin c'est pas illégitime du coup, c'est Ouais. pas ses rejetons Bah, en fait, ça change rien pour lui. Oui, voilà, c'est ça change rien. Enfin, qu'il le sache ou qu'il le sache pas. En fait, c'est plus que Ned c'était un soutien pour lui. Oui. Et que Ned voulait lui dire que, ok, je sais que tu sais, et moi je te soutiens, parce que je pense que t'es l'héritier légitime du trône de fer. Mm. Mais tout ça n'est pas possible pour Sansa. Ned et le roi Robert étaient de proches amis, et on ne pouvait lui enlever son prince Geoffrey. Ils étaient déjà fiancés. On apprend alors que c'est Sansa qui, lorsqu'elle a fui de table le matin du départ pour Winterfell, est allée voir Cersei pour la prévenir des plans de Ned. Et c'est là que, mais Sansa, déjà qu'elle est stupide, Ouais. mais en plus là c'est vraiment c'est de la trahison quoi, Ouais. c'est une traître. Ouais. Là, c'est chaud, quoi. Non, mais Parce que tu peux comprendre, je peux comprendre, ça m'énerve, mais à la limite tu peux comprendre des erreurs, ou tu peux comprendre ses états d'âme, etc. Parce que tu peux te dire oui, elle a 11 ans, elle est encore jeune, elle a des rêves plein la tête, etc. Mais ce qu'elle a fait là, enfin je veux dire, elle allait voir l'ennemi. Alors même si elle savait pas que c'était l'ennemi, hein. Mais je veux dire, même si c'est pas l'ennemi, en fait tu vas pas prévenir une personne extérieure à ta famille, des plans. Surtout que Ned, il disait bien que qu'ils étaient pas en sécurité à Port-Réal, quoi. Que c'était une question de sécurité, en fait. Que ça chauffait de ouf. Parce que j'ai pas trop l'impression qu'il s'est justifié auprès de Sansa. Ouais. Si, en fait, il disait juste, vous devez partir, mais il a jamais expliqué ses raisons. Ouais. Donc, ok, Sansa était dans la compréhension, mais en fait, il y a aucune justification au fait que t'ailles prévenir quelqu'un d'autre de ce que prépare le seigneur ton père, quoi. Parce que ça, c'est vraiment de la trahison pure. Tu penses que ça aurait pu lui éviter des problèmes, ça? Bah non, en fait, si. Parce que c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Cersei avait déjà Sansa comme otage. Ouais. Puisqu'on s'est dit que juste au moment où elle a dit, Sansa, elle a enfermé, Cersei, pardon, a enfermé Sansa dans la citadelle de Mégor. Donc, quoi qu'il puisse faire Ned, il aurait comme problème d'avoir Sansa, tu vois, ouais. Prisonnière. Ouais, elle aurait peut-être réussi à s'échapper ou je sais pas quoi. Bon, c'est compliqué pour Sansa, hein. C'est pas rien, quoi. Ah bah, dans tous les cas, à partir de ce moment-là, elle était foutu. Et dans tous les cas, à partir de ce moment-là, Ned, il avait des problèmes. Donc, bien avant même qu'on le confirme en tant que protecteur du royaume, en tout cas, Cersei, elle avait un moyen de pression sur lui. Ouais. Ouais, peut-être que si elle avait pas été mise en otage par Cersei, elle serait du côté des écuries, elle aurait pu je sais pas. Bah non, parce que je pense qu'elle serait dans les appartements de la Tour de la Main. Ouais. On sait que la Tour de la Main, elle a été prise d'assaut, donc Ouais. non, dans tout le cas, Sansa, elle était foutue. Elle était foutue. Ouais. Donc en vrai, bon, c'est juste pour montrer qu'elle a vraiment un caractère de merde, qu'elle fait des décisions, qu'elle prend des décisions vraiment catastrophiques. Mais ouais, dans tous les cas, ça aurait pas changé grand-chose, quoi. Ouais. J'essaie de réfléchir, mais ouais, ça aurait pas changé grand-chose. Et Cersei ne savait que faire d'une fille aussi innocente que Sansa, de même que les autres membres du conseil restreint. Comment la punir, elle qui était si gentille, alors que son père était un traître, un félon? Que faire de la petite? Elle était tout de même la fille d'Eddard Stark et risquait de reproduire sa traîtrise. Donc on voit bien que Cersei c'est un élément capital, Sansa c'est un élément capital, parce que eh bien c'est la fille d'Eddard Stark, donc tu gardes quand même des otages, et c'est un otage super important, parce que c'est la fille aînée d'Eddard Stark, donc je veux dire, un otage comme ça, tu te dois de le garder. D'ailleurs, il parle pas, enfin, on va le voir à la fin du chapitre, mais voilà quoi, Sansa c'est quand même un élément capital, et ils se doivent de l'avoir. C'est pour ça que Cersei elle est assez gentille avec elle, parce qu'elle se doit de l'avoir dans sa poche. Elle essaye là, dès ce chapitre, ils essayent de la mettre à profit, quoi. Ouais, exactement. Mais non, pour Sansa, c'était inadmissible d'entendre cela. Elle aimait Geoffrey et ferait tout pour lui. Elle n'était pas comme sa sœur Arya, c'était elle qui avait du sang de traître. Et tu vois comment elle parle de sa sœur, quoi, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Elle prend même pas de ses nouvelles, quoi. Elle demande même pas où est ma sœur. Et en fait, tout ça, ce qu'est en train de faire Sansa, et toute son attitude et tout son comportement là, ça me fait penser à ce qu'a dit Ned à Arya quand il a essayé de la réconforter lorsqu'elle avait lorsqu'elle était assez triste de rester à Port-Réal. Il lui avait dit quand l'hiver vient, le loup solitaire meurt alors que la meute survit.
Et voilà, en fait, tu sens exactement que Sansa, elle a fait le loup solitaire là, qu'elle allait faire son truc de son côté, et que ça sent pas bon. Qu'elle a pas resté avec sa famille, qu'elle a pas serré les coudes avec son père, sa sœur, etc. Et que du coup, elle se met dans la mer toute seule, quoi. Et du coup, t'as même pensé, par exemple, à la mort de son loup. Hein. Typiquement, on sait que le loup, c'est quand même quelque chose de particulier pour les Stark. Hein. On a vu qu'ils avaient quand même une espèce de protection, que ce soit mystique ou que ce soit vraiment physique, comme l'intervention du loup de Bran était lors de la tentative d'assassinat. Et peut-être que ça a été un signe, et ça c'est un signe évocateur, hein, la mort du loup de Sansa, pour dire que elle a pas allé bien loin, quoi. Ouais. Elle a personne elle a personne pour la guider, en fait, à partir de ce moment-là. Elle se retrouve vraiment seule. À 11 ans, hein. Elle a tué la Stark en elle pour devenir une servante Lannister, là. Cersei en vient alors à une solution. Si les Stark et les Tully juraient fidélité à Joffrey, peut-être que Sansa pourrait toujours se marier à Joffrey. Elle demande donc à Sansa d'écrire une lettre à son frère aîné Robb, ainsi qu'à sa mère Catelyn, pour les informer des agissements traîtres de Ned, et de leur demander de jurer fidélité et d'observer la paix du roi. Avant d'écrire la lettre, Sansa demande tout de même de pouvoir voir son père, de lui parler de la situation, mais cela déçoit énormément Cersei. Comment Sansa peut avoir envie de parler à un traître? Ouais, celle-là, c'est de la torture psychologique, là. C'est clairement là, c'est pour la briser, un peu. Ouais. Et des fois, moi, personnellement, ça me choque un peu que elle soit aussi docile, Sansa. Enfin, je veux dire, à la limite que tu sois obnubilé par que tu sois amoureuse, obnubilée par le prince Joffrey et tout, etc. Mais je veux dire, comment elle peut croire on a l'impression qu'elle croit vachement les choses qu'on lui dit, quoi, par rapport à Ned. En vrai, là, 11 piges, quoi. Non, mais elle connaît bien Ned, comment elle peut... Après, oui, parce qu'on lui a montré la lettre, etc., tu vois. Et elle peut pas savoir, avec tout ce qu'il y a dans cette lettre, elle peut pas savoir comment réfléchit Ned et tout. Mais elle connaît son père. Et elle se dit que si ça a été un... Alors, à la limite, ok, elle peut se dire que Ned a été un traître, mais sûrement pour des raisons. Tu vois, qu'il a ses raisons, en fait. Ouais. Après, elle a 11 ans, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. 11 ans, à 11 ans, t'es à peine t'es à peine capable d'avoir une bonne démarche, enfin la logique elle est à peine acquise, quoi. 11 ans. Bah mais après quand on voit Arya, tu vois tu vois la différence, hein. Ouais. C'est ça, c'est ça le problème. C'est que même quand tu vois Bran, tu sens que même Bran à 7 ans, il a une meilleure réflexion que Sansa, quoi. Oui, bon, Sansa, c'est un peu catastrophique, ouais. Mais bon. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on comprend que Ned est toujours en vie, mais bon, qu'il est sûrement prisonnier lui aussi. Donc on l'a dit, enfin Ned pareil, hein, alors lui c'est l'otage par exception. Lui c'est le gouverneur du Nord, je veux dire tu tiens Ned, ouais, franchement, tu tiens une grosse partie du pays, hein. Cersei doit exulter à l'idée d'avoir Ned prisonnier. C'est le numéro 10 des otages, lui. Ouais, exact. Et on s'est dit, hein, Ned, ça a beau être un homme super important, mais dans le Sud, il avait trop peu d'hommes pour... il est pas sur son terrain, quoi. Ouais. C'est un type feu, et là, il se trouve dans les montagnes enneigées. Donc, bon, du coup, c'est le contraire, mais c'est le contraire, c'est un type glace, là, il se trouve sur le... Sur un volcan. Ouais, voilà. Donc ouais, même si Ned c'est probablement l'un des top 3 des hommes les plus puissants du pays, là il en est réduit à être prisonnier et ça va avoir des conséquences catastrophiques parce que à la limite capturer juste Tyrion Lannister. Bon, même si Tyrion c'est le fils du seigneur le plus puissant, mais c'est pas le seigneur le plus puissant, quoi. Oui, genre il a pas genre il peut pas convoquer le ban. Ouais. Alors que Ned c'est vraiment voilà quoi, là il y a peut-être la moitié des hommes du royaume qui répondent à lui. Donc ouais, on attend de voir les conséquences dans la suite du tome en tout cas. Et du coup, c'est à Joffrey de décider du sort d'Eddard Stark. Et en comprenant cela, Sansa reprend espoir parce que son prince l'écoutera sûrement. Elle l'implorait de gracier Ned ou de le bannir, mais il resterait en vie. Bon après, est-ce qu'il y a des chances que que Sansa arrive à convaincre Joffrey? Ça, je mise pas. Hein. Je mise pas. Voilà. Et comme on l'a dit, hein, Joffrey en vérité, il a aucun pouvoir, hein. Il a aucun réel pouvoir. Donc avant là, Joffrey il a quoi, 12 ans.
avant 4 ans, c'est comme si c'était une marionnette, quoi. C'est la marionnette de Cersei. Clairement. Et en fait, non, parce que Cersei a même pas besoin de marionnette. Vu que le Cersei, si on réfléchit, en fait, maintenant, ça va être la reine régente. Donc, c'est elle qui a tous les pouvoirs, en fait. Mais, oui. Du coup, même si, en fait, c'est ça qui m'énerve, parce que Sansa, elle se dit, oui, même si j'arrive à faire éviter à Ned la peine de mort, il devra répondre quand même de ses crimes. Donc, pour Sansa, Ned a quand même commis des crimes, tu vois. Et, enfin, tu vois, tu sens je sais pas, sa distance vis-à-vis de sa famille. Tu sens que vraiment, il y a une, enfin, entre elle et les Stark, t'as même plus l'impression que c'est une star, quoi. À ce moment-là, c'est même énervant d'en parler, en vérité. Bref, donc Sansa écrit alors les lettres, avec une de plus pour Lord Oster Tully, son grand-père, qui est le sire de Vivzeg, ainsi que pour sa tante Lady Lisa Arryn, donc dans les arrières. Elle va pas bouger, hein. Ouais. Elle, c'est sûr, elle va pas bouger, mais de ouf. c'est pas pour une meuf qu'elle connaît à peine, ou qu'elle doit connaître à peine et tout, que ouais, t'as raison. Hein. Déjà, pour son propre père, elle bouge pas. Mais t'as l'impression, quand tu réfléchis et tout, ils sont un peu dans toute la même famille, là, les gens, comme ça, hein. Enfin, les Stark, les Tully et tout, les Arryn, tu sais, ça, franchement, les Tully, ils sont un peu partout, en vérité, hein. Les Tully, ils sont présents dans 3 des 7 couronnes, là. Soit en tant que homme, soit en tant que femme. Ouais. Ouais, maintenant, et si on y réfléchit, c'est dit dans le chapitre que, ok, certes, Ned, il a des enfants, mais, c'est 3 jeunes enfants pour l'instant. Et, là, si Ned est prisonnier, du coup, le pouvoir du Nord et de Winterfell, alors, normalement, ça devrait revenir à Robb, sauf que Robb, on sait qu'il a 14 ans ou 15 ans. Bref, il a pas 16 ans. Donc, il a pas la majorité. Donc, ça doit revenir à un régent de Winterfell ou, du coup, à Catelyn. Un des deux. Mais c'est vrai que, du coup, le pouvoir du Nord, là, il sera assez, si Ned, il est fait prisonnier, là, le pouvoir du Nord, il sera assez disputé parce qu'on sait pas trop qui va reprendre. Ouais, je pense que ça revient, eux, ils savent, à mon avis, genre, c'est pas une situation impossible, genre. Ah oui, non, mais nous, on sait pas, parce que soit ça va revenir à un régent, soit à Catelyn. Mais en tout cas, ouais, Robb, il est encore trop jeune pour prendre le truc pour l'instant. Quand elle revient à la citadelle de Mégor, elle dit que Jeyne Poole n'était plus présente dans les appartements. Et Sansa se course là en pensant aux histoires de Jonquil et Florian. Donc on a déjà parlé des deux. Hein, je pense que Sansa, on avait déjà parlé qu'elle pensait aux histoires d'amour de Jonquil et Florian, mais on n'avait aucune information sur eux. De Lady Sheila et du Chevalier Arc-en-Ciel. Eux, par contre, ils ont jamais été cités. Première fois qu'on les trouve dans le tome. Et des amours réprouvés entre le prince Aemon, Chevalier Dragon, et la reine Nerys. Et par contre, du coup, on en apprend un peu plus, par contre, sur, du coup, Aemon, Chevalier Dragon. Qui c'était par rapport à la reine Nerys? Est-ce que t'as lu à ce moment-là? Du coup, c'était un membre de la garde royale, du coup. Ouais. Mais du coup, dans le chapitre, c'est dit que Aemon, Chevalier Dragon était, en fait, qu'ils avaient un amour partagé. Du coup, parce en fait, dans la dernière fois qu'on avait parlé, on savait juste que la reine Nerys aimait Aemon, et que un certain, je sais plus comment il s'appelle, Mordil ou quelque chose comme ça, l'avait calomnié. Oui. Et du coup, Aemon s'était porté champion pour la défendre. Et dans ce chapitre, on apprend que Aemon Chevalier Dragon était le frère du roi. Ah oui. Était le frère du roi, donc la femme de Nerys. Ah ouais, c'est une histoire complexe, ouais. Compliquée. Et du coup, c'est pour ça que son amour était sûrement réprouvé, quoi. Genre, il était même réprouvé, c'est dit dans le texte. C'est un amour impossible. Ouais. Et mais du coup, il y a dû avoir une belle histoire derrière et tout pour que Sansa il pense souvent, qu'il pense souvent autant que cela. Le chapitre se conclut par une pensée de Sansa, car pendant toute cette journée, elle avait oublié de se préoccuper du sort de sa sœur Arya. Et bon, là tu peux rajouter, Sansa était déjà égoïste, on le savait, tu peux rajouter tous les défauts du monde, là elle les a cumulés dans ce chapitre, quoi. Déjà ça fait depuis 2-3 chapitres qu'elle cumule tout, donc sincèrement maintenant en fait voilà quoi, ça s'ajoute, tu peux pas trop la détester plus que ça. Mais non mais chaud quand même qu'elle ait pas demandé de nouvelles, quoi. Vraiment ça c'est chaud. En fait non, il y a trop de trucs chauds. Le fait déjà d'aller voir Cersei, pour moi c'est incroyable quand même comme erreur. C'est même pas juste une erreur, c'est vraiment comme décision, c'est une décision assumée de trahir son père, quoi. Et le fait de pas se préoccuper de sa sœur, c'est
Mais tu te demandes où elle a la tête, quoi. Vraiment, elle a la tête obnubilée par ses chansons, par le fait d'épouser Geoffrey, et que sa famille, elle passe au second plan. Clairement. Et ouais, Ned, il l'a dit, hein, pendant l'hiver, les loups solitaires meurent. Sansa, franchement, elle va pas... Alors, le pire, c'est qu'elle a même pas trop l'air de se rendre compte, quoi. Enfin, là, elle voit qu'elle est un peu dans la merde, mais tu sens que pour elle, tout va bien se passer, qu'il suffira juste de parler, que tout le monde va se réconcilier, et puis basta, quoi. Elle se rend tellement pas compte que c'est grave ce qu'elle a fait, ce qui est en train de se passer. Et on peut lui dire, on sait, justement, on l'a dit tout à l'heure que Sansa, c'était une otage de qualité. Du coup, il devait être assez énervé de pas avoir retrouvé Arya pour l'instant. Oui. Clairement, même pour des négociations ultérieures en cas de guerre et tout, manquer d'Arya et dire ouais, elle est où notre fille Bah, ça fait un otage de moins, quoi. Donc ça fait une force de frappe de moins. Mais comme on l'a dit, de toute façon, Arya, en final, là maintenant, ils s'en foutent, vu qu'ils ont Ned. Donc, c'est-à-dire que là, ils ont le Graal. Ok, certes, c'est un peu chiant de pas avoir Arya, mais là, ils sont tellement en position de pouvoir en ayant emprisonné Ned que ils peuvent tout faire, quoi. Et en écrivant des lettres, là, dans leur lettre, je sais pas trop comment ils vont réagir, hein, mais je veux dire, Catelyn, Robb, c'est sûr qu'ils vont... De toute façon, ils peuvent qu'accéder à la demande de la reine, hein. Parce qu'ils vont faire quoi sinon? Ils vont pas faire la guerre pour, enfin, je veux dire, ça serait débile. Autant jurer fidélité et basta, quoi. Sachant qu'en plus, Catelyn sait même pas pourquoi Ned a été emprisonné. Enfin, Catelyn, elle sait pas pour l'histoire des bâtards. Ouais. Donc, pour elle, c'est juste que les Lannister ont tué Jon Arryn et que peut-être qu'ils ont essayé d'assassiner son fils. Mais je veux dire, en comparaison de la vie de Ned, elle va accéder à la demande, quoi. Et Catelyn doit sûrement commander Robb. Donc, par extension, ouais, ça paraît cuit pour les Stark, là. En ce moment-là, ils sont dans une très mauvaise posture. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, ce chapitre. Si vous voulez continuer l'aventure, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et oui, donc si vous nous appréciez, que vous voulez nous montrer le soutien, vous pouvez nous noter et commenter sur Apple Podcast. Merci beaucoup et à la prochaine.